démarche comme la vôtre qui permet au gouvernement, en même temps qu'il résout les problèmes, de recevoir les pressions discrètes et aimables de part et d'autre pour avancer. Je vais vous décrire un peu la situation au Mali aujourd'hui. Vous savez qu'avant l'avènement de la transition, on n'avait pas de pays. Nous avions un territoire et des populations. Toutes les décisions concernant les Mali et les Maliens étaient prises ailleurs. Toutes les orientations sont données ailleurs, les orientations majeures. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'avant l'avènement de la transition, dans le cercle d'Ansongo, dans la région de Gao, l'armée malienne ne peut pas survoler certaines parties du territoire sans autorisation des forces étrangères. On leur dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Est-ce que vous savez que dans la région d'Ansongo, il y a la mine de manganèse de Tassiga qui est exploitée depuis des années. Des camions viennent emporter le minerai, passent par les pays voisins, ils vont jusqu'au port et le minerai est envoyé à l'extérieur. On ne pouvait rien. Quand ils utilisent un maire ou un élu, pendant quelques années, après, il disparaît. Donc il cherche tout le temps d'interlocuteur. Personne ne peut rien, ne pouvait rien. Moi-même, depuis 2009, j'ai tapé à toutes les portes à Bamako. Impossible. Pour alerter les autorités et trouver des solutions. Est-ce que vous savez que dans la région de Gao, dans la mine aurifère de Ntahaka, c'est des milliers d'Africains d'autres pays qui sont là, qui sont utilisés pour exploiter l'or qui va en essai. Il n'y a pas de route à Gao, il n'y a pas de puits, il n'y a rien. Il y a des individus, un individu qui reçoit lui seul 96 millions de francs CFA par mois. Pour lui seul. Et vous savez qu'on organisait dans la région de Gao des assassinats ciblés. Tous les hommes d'affaires étaient éliminés. Les narcotrafiquants achetaient les maisons. Donc si on continuait sur cette voie, au bout de 15, 20, 30 ans, la ville de Gao, les autochtones vont être tous à la périphérie. Les hommes d'affaires seront tous morts où ils ont fui. Il n'y aura que les narcotrafiquants qui vont faire ce qu'ils veulent au nord. Et on va faire des élections. Les mêmes vont corrompre la population pour se faire élire. Donc dans les institutions ici, on allait avoir des narcotrafiquants, des vagabonds qui vont remplir les institutions, l'Assemblée, le Sénat, ils vont être des ministres. Et c'est eux qui vont organiser officiellement la partition du Mali. Ils vont pousser à faire une révision constitutionnelle, à prendre des lois sur un découpage qui les arrange. Voici la situation en était. J'ai l'habitude de donner le cas de Ndeliman. Ndeliman, c'est entre Ansongo et Menaka. Vous savez, il y a une base là-bas qui a été financée par la MINUSMA. La base a été construite par Barkhane. Mais on a oublié, entre guillemets, de faire un forage. Donc les militaires n'ont pas d'eau. Ils sont obligés de sortir pour aller chercher de l'eau dans les puits des hameaux. Les terroristes étudient leur parcours et puis un jour ils tombent sur eux.
ils les tuent au puits, ils remplissent le camion de bonbons de gaz et d'explosifs au lieu des puits d'eau. Ils vont rentrer dans le camp. Ils tuent les gens, font exploser. Ceux qui restent en vie, ils font 7 heures de temps pour demander des appuis. Mais l'armée ne peut rien. Parce qu'on n'a pas de vecteur aérien, on n'a pas d'hélicoptère, on n'a pas d'avion, on n'a rien. L'armée ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne. L'aménagement des hélicoptères, Barkhane en a, mais ils disent qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Jusqu'à ce qu'on tue tous les militaires. Après, on les enterre dans une fosse commune. Les autorités vont pleurer. On amène quelques francs, quelques kilos de céréales, on donne aux survivants. C'est un des sorts de la région de Gao et du Mali en général. Mais aujourd'hui, nous avons chassé cette force-là de Takuba. G5 Sahel, c'est un machin qui a été créé pour nous maintenir. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui nous a dit que depuis 2016, on leur a dit qu'il faut vous préserver, il ne faut pas vous bagarrer, il ne faut pas vous tuer pour rien. Parce que la France ne quittera jamais Menaka, ne quittera jamais le nord du Mali. Parce que ce qu'il y a dans la région de Menaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Golfe. Et donc, c'était ça le jeu. Il fallait entretenir cette paix, ni paix ni guerre. Ceux qui parlent, on les tue, on les corrompt, pendant 20-30 ans. Tous ceux qui comprennent là vont mourir. Donc il y aura des jeunes qui aiment la belle vie, qui aiment voyager, qui aiment mettre des chaînes au cou, qui sont dans les avions, qui sont dans les grands hôtels. Et on travaille avec eux, on exploite. Tout est amené ailleurs. Par exemple, l'or, il y a un pays qui est 4e puissance mondiale d'or, mais il n'y a pas d'or chez eux. Mais l'or qui est exploité à Intaka, l'or qui est exploité à Kidal, on sait là où ça va. Il y a une partie qui vient à Bamako pour alimenter les cadres véreux, que j'appelle les membres de l'oligarchie. Ils sont peut-être 1000, 2000. Ils sont dans les partis politiques, ils sont dans l'armée, ils sont dans la justice, ils sont partout. C'est eux qui devaient maintenir notre pays dans cet esclavage. Vous avez entendu le gouverneur d'une région qui a été arrêté après l'avoir pris. Vous avez entendu les audios, il jurait pratiquement fidélité à la rébellion. Bon, c'est des gens comme eux qui ont pris notre pays en otage. C'est pourquoi les Maliens se sont soulevés pour avoir le changement. Toutes ces forces étrangères. Takuba, nous sommes rendus compte, l'objectif c'est toutes les forces spéciales des pays européens, les trouver un terrain d'entraînement. C'est ça qui était prévu pour Takuba. Dieu merci, nous avons renvoyé Takuba. Nous avons renvoyé G5 Sahel. Barkhane, les populations de Gao ont aidé l'armée malienne à les chasser. Ils ont la plus grosse base. Si vous voyez leur base, c'est des gens qui n'avaient pas prévu de quitter. Mais c'est la population de Gao qui a aidé l'armée. Les a chassés proprement. Ils n'ont même pas fait de passation. Ensuite, on est passé à leur papa, qui était l'aménagement. On a chassé le papa aussi. Mais avant, on nous a dit qu'on ne peut pas le faire. Avant, nous avons dit au Conseil de sécurité que nous avons les preuves qu'il y a un État qui crée les terroristes, qui les arme, qui les finance. On a les preuves. Nous sommes partis au Conseil de sécurité pour les montrer. Ils ont refusé.
Parce que si jamais on les montrait et que les Africains voient ça, toute l'Afrique va se révolter contre eux. Ils ont bloqué. Et jusqu'à présent, nous demandons cela. Donc quand on a pris notre pays, quel est leur plan aujourd'hui? Leur plan, c'est de maintenir la pression et décourager les gens. Maintenant, nous affaiblir sur le plan militaire. En assassinant les gens, en étendant la crise. Si vous écoutez aujourd'hui, on attaque à Menaka, on attaque à Gao, on attaque à Nara, on attaque à Kidal, donc on disperse les forces armées. Mais l'armée aussi, vous savez, le 26 et le 27 passé, le samedi et le vendredi, il y a des chefs terroristes qui ont été bousillés avec tous leurs éléments dans la région de Tombouctou. Des grands chefs. Notre armée a éliminé des gens que même l'armée américaine n'a pas pu éliminer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une lutte à mort entre nous et les terroristes et leurs sponsors. Ils ont juré de nous faire regretter ce qu'on a fait. Nous aussi, nous avons demandé au bon Dieu de nous aider à les battre. Et on est dans ça. Moi-même, mon village natal, ils sont allés là-bas, ils ont tout pris. Tout. Parce qu'ils se disent qu'il faut terroriser ceux qui sont à la tête. Le député de Koutiala, ils l'ont enlevé. Le chef de cabinet du président, ils l'ont assassiné. Ses proches, ils les ont enlevés. Moi, j'ai des documentaires, des films qui m'ont envoyé pour me demander de faire quelque chose. Libérer des terroristes pour qu'eux, ils libèrent les députés. Mais c'est du chantage. J'ai dit aux gens de mon village, leur vie n'est pas plus importante que la vie des gens qu'on est en train de tuer à Bandiagara, à Bankas. Nous allons nous battre. Ceux qui vont mourir, ceux qui vont vivre, vont vivre. Mais on ne restera pas dans l'esclavage de l'extérieur. C'est à cette phase qu'on est aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup de difficultés dans le pays. Ce qui fait que, effectivement, il y a des difficultés avec les routes. Les populations du Nord ont le sentiment d'être laissées à elles-mêmes. Mais je vous assure que le gouvernement continue de se battre. Et cette lutte-là, moi je suis convaincu que nous allons la gagner. On va la gagner parce que notre combat est juste. On va la gagner parce que notre population est déterminée. On va la gagner parce que nos militaires ne reculeront devant rien. Parce qu'on leur a donné confiance. C'est les mêmes militaires qui étaient là il y a quelques années. La façon de gérer le pays a changé. Et la phase que nous traversons là, c'est une phase très difficile. Vous savez, dans toutes les nations, je prends souvent l'exemple de la France. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont sortis de la guerre, ils ont installé un gouvernement. Le premier gouvernement de De Gaulle, il a fixé 4 missions essentielles. La première mission, c'est de chercher les postes de terroristes nazis et les détruire. Ils ont fait 1 an et demi pour finir avec eux. Et s'occuper aussi, les autres points, c'était le développement économique et social, ensuite les relations avec les colonies, ainsi de suite. Donc on est à une phase où ils veulent amener notre peuple à regretter notre choix. On continue à tuer les gens, à tuer les femmes, à violer, à tuer les enfants, pour faire peur. Parce que dans leur idée, les Africains c'est des peureux. Si tu tues 1 ou 2 seulement, les autres vont se rendre. C'est ça qu'ils ont dans la tête. Malheureusement, chez nous, il y a des personnalités qui les aident en douce. L'extérieur les aide. Vous n'avez pas entendu récemment les journalistes français contre lesquels il y a un mandat d'arrêt international qui a interviewé Amadou Koufa, qui explique comment ils vont étendre le terrorisme au Ghana, en Côte d'Ivoire, ailleurs. Pourquoi ils vont combattre le Mali. Et malheureusement, ici dans notre pays, il y a des gens qui les aident, qui les appuient. Moi, j'ai entendu quelqu'un dans les médias récemment dire que Amadou Koufa n'est pas un terroriste, que même Mandela, on l'a appelé terroriste,
que même les combattants de la liberté étaient terroristes. Donc pour lui, il n'est pas un terroriste. Et il est au Mali. Donc c'est des gens comme ça qui aident ces réseaux-là. Il y a des cadres qui partent effectivement, comme vous l'avez dit, les difficultés de la région de Gao. Les problèmes sur la route Sévaré-Gao, c'est des problèmes réels, personne ne peut les nier. Les souffrances des populations du Nord, les tueries qu'il y a sur... Il y a des gens qui prennent ça pour nous dire de retourner en arrière. Mais si on retourne en arrière, il n'y a rien. On a vécu que la même chose. Depuis combien d'années, c'est la même chose sur ce axe. Mais comme on a pensé que l'armée va gagner, tout va finir. Donc on s'attendait à la victoire. Il s'est trouvé que c'est plus difficile. La victoire ne viendra pas de si tôt. Elle va être plus facile parce que ils ont juré, ils importent des centaines de terroristes. Les gens qui ont fait des attaques ici à Bamako récemment, certains ne parlent même pas le peuple du Mali. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des jeunes qu'on a endoctrinés. Et je vous dis que parmi les terroristes là, ceux qui sont réellement convaincus idéologiquement, ils sont très peu. La majorité, ils ont été frappés d'injustice, on leur a promis un peu d'argent, il y en a qui veulent se marier, ils n'ont pas d'argent pour payer la dot. Et il y a tout là-dedans. Tous ceux qui ont été interrogés, on s'est rendu compte qu'il n'y a même pas de motivation idéologique. On les manipule, on les donne de l'argent, certains on les paye 100 000 francs par mois, 200 000 francs, on leur donne des trucs pour aller tuer les gens. Ou bien les gens qui sont venus ici, on leur a dit que s'ils réussissent leur mission, on va leur donner 1 milliard. En sachant bien qu'ils ne vont pas revenir, mais ils font des dégâts. C'est dans cette lutte-là qu'on est. Donc c'est important que notre peuple comprenne que cette phase-là, elle est l'une des plus difficiles. Mais il faut tenir. Il faut plier mais ne jamais rompre. Ceci dit, ce n'est pas pour évacuer les responsabilités du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas que je donne l'impression qu'on vient seulement justifier les choses et le gouvernement ne fait rien. Tout ce que vous avez dit ici, c'est écouté en plusieurs lieux. Nous-mêmes, on enregistre tout, c'est pour que ça soit entendu par tous les décideurs. Pour que tous ceux qui peuvent agir pour rendre la vie des citoyens un peu plus heureuse, ils le fassent. Et l'État va faire, il fait d'ailleurs, il va continuer à faire de son mieux. Et je suis sûr qu'au bout d'un certain nombre d'années, je ne peux pas vous donner le nombre d'années, ça va marcher. Moi j'ai été à Nioro hier, j'ai été voir le shérif de Nioro. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quelque chose qu'il a répété, il m'a dit en 2021. Il m'a dit un jour va venir, le Mali va prendre tout son territoire, c'est déjà arrivé. Il m'a dit qu'un jour va venir, le Mali va être, l'État malien va tout maîtriser. Des gens vont chercher le visa pour venir au Mali. Il nous a dit il y a 2021, il m'a répété ça hier. Et ils savent les difficultés qu'il y a au Mali. Donc ce que je voulais vous dire, je voulais d'abord vous remercier pour votre soutien à la transition. Parce que ce que les autres cherchent, c'est que vous découragez. En disant, bon, comme ils n'arrivent pas à résoudre nos problèmes, vraiment, nous on n'est pas là-dedans. Je crois qu'ils ont échoué, ils ont tout faux. Vous dites que vous soutenez la transition. Mais vous posez les problèmes. Les problèmes, c'est que l'insécurité sur la route Sévaré-Gao rend la vie impossible. Parce que cette route-là, c'est comme le cordon ombilical qui lie Gao au reste du Mali. Vous savez, quand nous on était plus jeunes, dans les années 60, il n'y avait pas cette route-là. Les gens mouraient dans le désert. Le sac de riz qui coûtait 1000 francs à Bougouni, ça se vendait à 5000, 10 000 francs à Gao. Parce que les gens faisaient 2 semaines, 3 semaines pour ceux qui arrivent là-bas. L'igname, nous on a vu seulement, vous êtes de Gao, il n'y a même pas d'appellation en Soreille. Igname, ça n'existe même pas. On l'appelle Koumassi Dundu. Koumassi Dundu, c'est le nénuphar de Koumassi. Parce que les premiers qu'on a amené l'igname là, c'est les gens qui sont venus de Koumassi. Mais quand on a fait la route Sévaré-Gao, on a amené l'igname de Sikasso. Les bananes, les fruits. Mais à notre temps, nous on disait la banane, on voyait dans les livres, la mangue, on n'a jamais vu.
C'est arrivé au lycée, à l'internat que nous on a vu. Mais tout ça, ça a passé. C'est pour cela que quand j'étais à Gao en 1996, j'ai dit aux populations de Gao deux choses. J'ai dit, on vous a tous mis dans la tête que Moussa Traoré n'a rien fait en République du Mali. J'ai dit, maintenant, moi je cherche à être président. Si je suis président, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils disent que tout leur souhait, c'est de faire la route Gao-Labzanga. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, Gao-Labzanga, c'est combien de kilomètres? C'est à peu près 200 et quelques kilomètres. J'ai dit, mais la route Sévaré-Gao, là, c'est combien de kilomètres? Près de 500. J'ai dit, donc, si on vient vous dire que celui qui a fait 500 et quelques kilomètres, il n'a rien fait, et vous rêvez d'un président qui puisse vous faire la route Sévaré-Gao, on est en train de vous manipuler. Tout ce qu'on dit là, c'est pour nous tromper. Moi, je connais mon enfance quand il n'y avait pas la route Sévaré-Gao. Il n'y avait que le bateau et l'avion. Quand le bateau ne part pas, il n'y avait que l'avion. Pour venir à Bamako, il faut passer par beaucoup d'acrobaties. Mais après, on s'est habitué quand la route Sévaré-Gao a été faite. Vous quittez à Bamako la nuit, moi j'ai l'habitude la dernière fois où j'ai voyagé. On a quitté à Bamako vers 1h, le lendemain, on a passé le crépuscule dans mon village à Tabangou. Donc on s'est habitué. Et donc on nous a fait retourner en arrière. Et les gens espèrent que les gens vont se décourager. Nos ennemis espèrent que nos populations vont se décourager. Mais ils se trompent. Mais moi je suis content que vous ayez soulevé ça. Parce que cette route-là, Dieu est témoin. Dès le début de la transition, nous l'avons inscrit parmi nos priorités. Il y a même des marchés qui ont été attribués. Mais à cause de l'insécurité, les renseignements nous ont... Ils voulaient tuer, dès que vous amenez des ouvriers, ils les tuent, ils mettent le feu dans les équipements. Tout ça, c'est pour décourager les... C'est pourquoi je vous dis que c'est une lutte à mort entre le gouvernement et les terroristes. Et le fait de soutenir le gouvernement, c'est une très bonne chose. L'insécurité concernant l'axe Gao-Labzanga, je vous ai expliqué ce qu'ils faisaient. Ils ont même des points là-bas où on court-circuite les gens, on terrorise les gens, on les tue, on viole les femmes, on retire l'argent. Actuellement, pratiquement tout a repris. Parce qu'il y a une recrudescence du terrorisme aujourd'hui. Parce que les forces qui soutiennent les terroristes ont élaboré de nouvelles stratégies. Nous aussi, nous avons élaboré notre nouvelle stratégie. Et c'est une lutte à mort. Mais je suis convaincu qu'au bout d'un certain temps, nous allons remporter cette lutte-là. Ce que je vous demande, il faut continuer de vous plaindre sur ce qui ne marche pas, mais continuer à soutenir la transition. Il faut continuer à dire aux dirigeants, on vous soutient, mais il y a telle chose qui nous manque. Il y a ça qui nous manque. Le peuple ne peut pas éternellement continuer à être résilient. Parce que la transition, là, c'est le peuple qui l'a sauvé. Hein. Le 14 janvier 2022, si le peuple, si vous n'étiez pas sorti pour soutenir la transition, ceux qui ont pris l'embargo à la CEDEAO, ils avaient espéré que la transition allait tomber dans une semaine. Là aussi, il y a des cadres, il y a beaucoup de cadres au Mali qui se sont levés. Moi, j'avais des gens dans mon cabinet qui ont commencé à parler sur les radios pour dire que c'est fini. Même actuellement, il y a des gens qui prient le bon Dieu tous les jours que les terroristes gagnent sur nous. Des hommes politiques que vous ne soupçonnez même pas. Des personnalités qu'on prend pour des sages. Est-ce que quelqu'un peut venir expliquer aux Maliens qu'à l'arrivée de ATT en 2002, ATT a trouvé un pays uni et pacifique? Mais j'ai entendu quelqu'un dire ça. Mais ça, c'était de la tricherie. Et ils avaient prévu que ATT tombe dans 6 mois. Heureusement que lui, il a su jouer le jeu politique aussi. Je vous dis qu'en 2002, mon parti a un député. Ils ont demandé à huis clos au chef d'état-major des généraux des armées. Il s'appelait Didier Dakou. Il leur a dit que le Mali n'a pas d'armée aujourd'hui. Depuis un certain temps, on n'achète pas d'armement, on n'entraîne pas les gens, rien du tout. On était dans la fête, le Mali c'est la démocratie, on sautillait, on a fermé l'année, la première année blanche
sous l'ère du multipartisme. C'est pour une histoire de 300 millions. Pour l'IPR, le gouvernement dit qu'il n'en a pas. Mais à la même période, on a construit une résidence du Premier ministre à 1 milliard. À la même période, on a mis près de 800 millions dans la communication gouvernementale. La spéculation foncière, la corruption généralisée jusque dans l'armée. Mais à quel moment c'est venu? Donc quand des gens viennent aujourd'hui spéculer sur les difficultés du Mali, pour tromper les Maliens et leur dire que le pays c'était bien, que c'est à partir de sous la transition que tout s'est gâté. Ça c'est pour tromper. Malheureusement, ils sont très nombreux au Mali. Il y en a même qui veulent être présidents. Donc vous devez redoubler de vigilance. Personne ne va prendre notre peuple pour le manipuler, le tromper encore. On a trop duré dans ça. Les Maliens pensent que la paix n'a pas de prix. C'est pour cela qu'ils ont tout accepté. Mais ça n'a servi à rien du tout. Ça n'a servi à rien. Sauf que des gens viennent aujourd'hui nous dire que Mali avait la paix, mais on n'avait pas de pays. C'est des fonctionnaires étrangers qui manipulaient nos dirigeants. C'est des analphabètes qui ont des gros turbans, comme nous on sait le faire au nord, qui viennent tromper les gens. Des gens qui manipulent le président de la République, qui manipulent le président de l'Assemblée. On leur donne des armes en douce pour faire la guerre interne. Nous avons les preuves que c'est des gens du gouvernement qui ont donné des armes à une partie des Maliens contre des Maliens. Bon, ces gens n'ont même pas honte. Aujourd'hui, ils viennent s'asseoir dans les médias pour nous dire que le pays était bien en ce moment. Parce qu'ils comptent sur le découragement des gens. Comme actuellement, les gens ont faim, c'est fatigué, certains n'ont pas de courant, on tue certaines personnes. Donc, on veut amener la population sur ces choses-là pour la faire révolter. Et c'est pour cela que moi, je suis très content de votre attitude. Que malgré tout ça, votre soutien à la transition est indéfectible. Malgré votre soutien à la transition, vous ne donnez pas de carte blanche. Vous ne donnez pas de blanc-seing. Vous attirez l'attention des autorités. Et je sais que ceux qui s'occupent des questions de sécurité, ils écoutent bien ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas pour rien que moi je filme tout ce que vous dites. Parce que tout ce que moi j'ai dit, je veux que les Maliens le sachent. Et ceux qui ont ces questions en gestion, je pense qu'ils savent ce qui se passe. Mais vous devez comprendre que c'est dans tout le pays que ça se fait actuellement. Et donc nous devons tenir. Nous ne pouvons pas réussir sans votre soutien. Le gouvernement aussi a besoin de sentir le soutien du peuple. Et avec ce soutien, je peux vous assurer, Inch'Allah, dans quelques années, on va s'asseoir pour en parler. Vous verrez que la paix va être de retour au Mali. Et notre pays va devenir un bon pays. Ceux qui ont juré de nous faire perdre là, c'est eux qui vont perdre. Et nous allons gagner cette guerre. C'est ça le destin du peuple malien. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci d'avoir insisté pour cette audience. Et merci pour votre soutien à la transition. Et merci aussi, les populations du Nord seront très contentes de savoir qu'ils ont un porte-parole à Bamako qui vient parler de leurs problèmes. Que les gens ne sont pas seulement des climatiseurs ici, en train de causer entre eux, et parler du gros français là. Les gens vont savoir au Nord qu'ils ont des représentants ici qui parlent de leurs problèmes. Et le gouvernement aussi va être plus obligé en se disant qu'il y a des gens qui nous soutiennent, mais ils ont des exigences. Nous devons redoubler d'efforts pour arriver à l'objectif. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Et merci beaucoup pour votre soutien. La séance est levée.